Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, mon patriote, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver ce lundi. Et le lundi, vous savez ce que c'est, c'est Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est le G500, ce fameux G500 qui vous a donné la possibilité de peut-être de voter à la suite d'un forum qui a été organisé le 7, 8 et 9 et 10 à Marseille, Aurélie Gros. Et on sont sortis des résolutions. Oui, 40 résolutions sont sorties de ces débats qui ont lieu sur 3 jours. 40 résolutions qui ont été sélectionnées grâce au jugement majoritaire, et ensuite nous les avons envoyés à qui de droit au vote. Au vote général de la population. On a eu plus de 2000 personnes qui ont voté sur ces résolutions, et pas mal, hein. On est assez fiers. Et maintenant on va aller voir qui de droit, et ça commence mercredi. Stéphane Pellet. Vous avez le temps que je vous donne les 4 résolutions arrivées en tête? Absolument. Au jugement majoritaire d'une part, mais ensuite surtout au vote. Donc plusieurs milliers de personnes ont mis en tout premier les résolutions concernant le champ du handicap. C'est comme ça. D'abord la fameuse transformation de l'article 1 de la Constitution qui permettrait qu'on inclue le terme, justement c'est le cas de le dire, inclusif, une république décentralisée et inclusive. C'est arrivé à 98% devant tout le monde. Magnifique. Ensuite, une résolution qui portait plutôt sur la question de l'école inclusive, en demandant à ce que les élèves, là encore, joli lapsus, les professeurs soient formés sur ces questions, parce que malheureusement, on leur demande d'inclure des élèves, et puis finalement, ils ne sont pas formés aux questions des porteurs de handicap. Et puis après, 2 résolutions santé. Numéro 1, il faut absolument doubler en France, si on veut viser à 50 ans un système de santé qui tienne à nouveau la route, il faut doubler le nombre de soignants. C'est énorme. La résolution qui est arrivée en tête dans le champ de la santé. Et enfin, les fameux, comment on dit déjà, Aurélie Gros, vous savez, le nombre de patients par rapport au nombre de soignants. Les ratios, ce joli terme technocratique. Soignants. Voilà, et on veut, en effet, les Français veulent que tout simplement on arrête d'avoir des infirmières qui ont 40 patients à suivre dans un hôpital, par exemple, 2 nuits, etc. Magnifique. Après, si on est honnête, il vous dit pas tout, parce que ça vous concerne. Une des résolutions qui a été le plus votée, c'est un sommet international de la citoyenneté, donc plus un G500, mais un G, je sais pas combien, 5 millions, 5 millions international, avec évidemment Sud Radio, Cécile de Ménibus et Philippe David. Bien sûr. Donc go, Cécile. Allez, go, on y va. Je fais ma valise et on y va. Allez, au sommaire de cette émission. Fait les valises, on rentre à Paris. Vous le savez peut-être pas, mais 42% des actifs modifient leur candidature pour éviter d'être discriminés à l'embauche. Né et Cité s'adresse aux jeunes éloignés de l'emploi. Nos actions sont multiples, en tout cas les leurs, mais elles n'ont qu'un seul objectif, créer un espace de dialogue entre les entreprises qui recrutent et les candidats en recherche d'emploi, afin de donner à chaque acteur le pouvoir de choisir son avenir. Abdel Belmo Kadem est avec nous, fondateur de Né et Cité. On en parle dans quelques instants. Plus de 1600 spectacles programmés au Festival d'Avignon, plus grand événement au monde dédié au théâtre. Le Festival d'Avignon accueille chaque année plus de 300 000 spectateurs. Les grandes compagnies se succèdent sur scène. Mais depuis 10 ans, le festival offre aux artistes moins connus de présenter leurs créations dans des conditions privilégiées. Simon Salomon et Natacha Liège, organisateurs et propriétaires de jardins, seront avec nous. Et puis en 2022, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, 46 suicidés ont été recensés chez les policiers. Alors il y a forcément quelques jours un drame aussi qui a frappé la police nationale. Des associations se mobilisent, et en l'occurrence l'association PEPS, policiers en détresse, qui compte 26 policiers nés en 2019, qui propose du soutien, de l'écoute. Johan Deschênes est avec nous, PEPS, policiers en détresse. On en parle dans quelques instants. En tout cas, vous pouvez réagir, bien entendu, comme vous le souhaitez. 0826 300 300 vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. En fait, vous avez un nom à consonance étrangère, vous habitez une ville de quartier, vous n'avez jamais travaillé dans un grand groupe. C'est 3 critères qui peuvent faire que vous êtes sur le banc de touche. Et Abdel Belmo Kadem est avec nous, fondateur de Né et Cité. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir.
On vous souhaite la bienvenue. Stéphane Pellet, une histoire assez incroyable encore de se dire que finalement la discrimination à l'embauche continue et perdure malgré l'engagement de certains. Et oui, les toutes dernières enquêtes montrent que ça n'a malheureusement pas beaucoup progressé sur ce terrain-là, et donc le fameux banc de touche, on aime bien ça sur le plan du sport, mais là par contre dans la société ça marche moyen. Bonsoir Abdel. Votre histoire, on le sait, est assez atypique, elle est connue aussi parce que vous êtes une personnalité forte et reconnue on va dire de la région au départ lyonnaise bien sûr, et puis c'est une région d'ailleurs dans laquelle ces questions de quartier ont démarré. Vous vous souvenez les marches qui ont eu lieu dans les années 80, et vous c'est Vénitieux. Exactement. C'est l'histoire vous d'un ancien boxeur engagé, un homme de terrain, donc un boxeur, un homme aussi de valeur, et puis avec des convictions très très fortes, et vous avez convaincu un certain nombre d'habitants des quartiers dits prioritaires qu'il fallait mettre en valeur en quoi ils donnaient tout eux aussi à la société française, et c'est ainsi qu'est né et Cité. D'ailleurs, vous nous direz un petit peu comment ça fonctionne, ce nom d'association, pour que on se trompe pas, mais Nécessité, la Cité, enfin bref, il y a énormément de jolis jeux de mots dans cette appellation. Et d'abord, la première chose, racontez-nous comment est née autour de vous cette association, et puis maintenant, au-delà d'une association, je crois. Alors, bonsoir, merci de me donner la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, très bien. Très bien. En fait, c'est né suite aux émeutes à Vaux-en-Velin en 90. J'étais à l'époque boxeur professionnel. Les émeutes se sont déroulées dans mon quartier. Je me suis un peu improvisé Superman en culotte courte. Et du coup, j'ai calmé un peu tout le monde. J'ai mis les jeunes et les institutions et la police autour d'une table pour discuter et puis trouver des solutions. Abdel, attendez, Abdel, restez avec nous. On va vous appeler par un autre moyen, parce que là, on ne comprend pas très bien ce que vous dites, et ce serait dommage de perdre le son. Restez avec nous tout de suite. Alors, forcément, cette association, Stéphane, elle est très importante, elle est primordiale, parce que c'est vrai que dans les quartiers prioritaires, ceux qui veulent trouver du travail aujourd'hui, c'est difficile. Et en fait, je pense que c'est un exemple au départ, Abdel. C'est surtout ça. On a dit, dans ces quartiers, souvent, finalement, compte tenu des difficultés, on peut finalement renoncer à un beau parcours, soit du point de vue des études, soit du point de vue du lancement d'une entreprise, ou encore pour porter un moment un projet sportif, culturel. Et finalement, on a besoin d'exemples. Et Abdel en est un, bien sûr, parce que lui, il a réussi une carrière extraordinaire au plan sportif. Oui, c'est ça. Et puis, c'est devenu aussi un chef d'entreprise avisé, donc déjà de qualité. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'il a entraîné auprès de lui, mais ça fait déjà assez longtemps, hein, donc il va nous le raconter. Ça fait assez longtemps qu'il a mis ça au point. Et on est parti, en effet, de ces fameux quartiers de la région lyonnaise qui ont été les premiers. Tout à l'heure, Philippe le parlait de Vénitieux, Vaux-en-Velin, enfin bref. Il y a eu cette fameuse marche jusqu'à Paris. En 83. Exactement, 40. bravo. Mais ça fait plaisir d'être avec un historien. Il est bon. Ce qui est dingue, c'est que 42% des actifs modifient leur candidature pour éviter d'être discriminés à l'embauche. C'est-à-dire qu'on est obligé de démarrer par un mensonge, Aurélie, pour pouvoir avoir du travail. Mais c'est assez dramatique. Alors qu'un mensonge, si un employeur s'en rend compte, c'est éliminatoire. Exactement, mais cette discrimination, aujourd'hui, il faut lutter contre, et c'est par des associations aussi qui vont faire de la médiation auprès des entreprises, qui vont aller parler à ces jeunes, parce que je rappelle que dans les quartiers prioritaires, plus de 40% de la population a moins de 25 ans. Donc aujourd'hui, si des associations se mobilisent, c'est justement pour casser et pour changer les choses, et qu'il n'y ait pas de stigmatisation de cette jeunesse qui souhaite travailler. Abdel Belmokadem, on a très peu de temps du coup, parce qu'on va vous reprendre après la pub, mais racontez-nous juste d'où ça a démarré. Vous avez 1 minute pour nous expliquer. Ça a démarré des émeutes à Vaux-en-Velin en 90, j'étais le premier médiateur en France, et du coup... j'ai utilisé mon réseau d'entreprise, mes sponsors à l'époque, et puis j'ai remis tous les gamins de mon quartier au boulot. Et très très vite, ça a apporté des résultats dans le quartier, ça a apaisé un peu tout le monde. Et du coup, j'en ai fait un concept, et j'ai monté en 2001 Nécessité, en 3 mots, pour accompagner les collectivités et surtout les entreprises à recruter dans les quartiers et à trouver des talents. Alors c'est un bon teasing, vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants pour savoir comment c'est déployé finalement. C'est ça qui nous intéresse aussi, et qui a droit et comment vous contacter, parce que ça aussi ça intéresse tous ceux qui nous écoutent. 0826 300 300, on revient ensemble jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros et Philippe David, bien entendu. C'est les vraies voix citoyennes. Ils sont avec nous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. C'était le G500 le 8, 9 et 10 juin dernier, avec des résolutions qu'ils vont porter
porter au plus haut sommet de l'État, si j'ai envie de parler comme ça, auprès des ministres pour pouvoir donner la possibilité en tout cas de changer les choses, parce que c'est aussi le principe de cette émission. Et il n'y a pas que qui change les choses. Il y a Abdel Belmokadem qui était avec nous, fondateur de Né et Cité, qui veut dire aussi nécessité. C'était plutôt malin comme nom. Et on revenait sur la création de cette belle association. Et aujourd'hui, comment est-elle déployée et où exactement ? Alors aujourd'hui, on agit en Rhône-Alpes, en Ile-de-France et en PACA, notamment à Marseille, depuis 4 ans maintenant. Et on essaie d'accompagner sur chacun des territoires entre 300 et 400 personnes par an. Alors, je reviens sur ce chiffre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est bien de le redire. 42% des actifs modifient leur candidature pour éviter d'être discriminés à l'embauche. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, forcément, ont subi ça ou alors c'est la crainte de le subir ? C'est les deux, c'est un peu les deux. Qui subissent ça, et puis certains qui arrivent sur le marché de l'emploi ont la crainte de subir ça. Et nous, notre leitmotiv, c'est de leur dire non, au contraire, laissez votre travail, laissez votre arrondissement. Et ça devient un argument très fort en disant que parce qu'on habite ces environnements-là, parce qu'on est discriminé, parce qu'on n'a pas le droit d'accéder à l'emploi, qu'on en veut 2 fois plus que les autres. Et on parle de discrimination à l'emploi aussi, mais il y a aussi pas mal de gens qui n'ont pas les codes pour parler aux entreprises. Il y a aussi ce sujet qui est important pour vous ? Dont on parle souvent dans les vraies voies de l'emploi le mardi, le savoir-être, savoir arriver en étant habillé correctement, parler correctement, etc. Ou même les codes de l'entreprise, savoir quoi dire, quel moment ? Absolument. Nous, notre travail, c'est d'aller faire du porte-à-porte dans les quartiers, d'aller chercher les gens sur le terrain. Donc c'est ce qu'on développe depuis 23 ans maintenant, c'est le aller vers. On va vers les gens et en faisant du porte-à-porte, on leur donne les codes. En fait, on leur présente le panel d'offres qu'on a, on leur donne les codes, on les forme chez eux, autour d'un café, autour d'un jus de fruits. Et puis surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les savoir-être et les savoir-faire. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les savoir-être et les vouloir-faire. C'est ce qui nous caractérise, c'est notre capacité à aller détecter des gens qui ont envie de travailler. Et quand on entend qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité, pour nous, elle n'existe pas. Elle est organisée, cette pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, ou en tout cas, il y a un grand pan de la population qui est en dehors de ces dispositifs-là. C'est relier tout le monde, Stéphane Pellet. Alors justement, vous le dites vous-même, vous voulez aller vers les gens qui veulent travailler. Donc c'est quand même votre message principal, c'est que les jeunes, d'une certaine manière, on a tendance à dire jeunes pour avoir globalisé un petit peu cette population, mais c'est peut-être une erreur. Mais quels sont les dispositifs que vous avez mis au point, dont vous pensez qu'il faudrait s'inspirer pour les développer? Et peut-être aussi, est-ce qu'il y a des dispositifs actuellement quand même qui marchent? Parce que s'il y a vraiment des endroits où on a essayé des politiques, c'est vraiment les quartiers, ça n'a pas arrêté. Chaque ministre a voulu laisser sa trace. Rappelons que le premier plan banlieue, c'est 1977. Lionel Stolerus a fait 46 ans. C'est ça. Absolument. Alors, moi, j'ai milité pendant 20 ans pour que on mette un peu plus de moyens sur les questions de l'emploi et de la formation dans les quartiers, notamment à travers l'ANRU, parce qu'on a démoli et reconstruit au moins 10 fois les quartiers en France sur les 40 ans. Et du coup, là, depuis le précédent mandat, grâce au PIC, le plan d'investissement dans les compétences, l'État a mis de l'argent sur la formation et la remise à l'emploi. Nous, on émarge sur ces dispositifs-là, sur ces financements-là. Et du coup, ça nous permet d'aller plus vite, plus fort et régler des situations. Ça veut dire que, je vous coupe, ça veut dire que c'est plutôt des gens comme vous qui doivent faire l'intermédiaire plutôt que des services publics ou l'administration qui est un peu lourde, ou qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Les deux, mon capitaine. En fait, nous, on a un pied dans le quartier. On a moi le capitaine, normalement. Non, mais bon, Abdel. En général. Il y a un général, après au-dessus, il y a un colonel. C'est moi. Mais pour revenir au sujet, en fait, on a un pied dans le quartier, un pied dans les institutions et un pied dans le monde économique. Et du coup, on fait la médiation. Notre métier premier, c'est la médiation, c'est créer les conditions de la rencontre et du dialogue. Donc, c'est ce qu'on fait à travers l'emploi. En fait, j'avais une question, vous avez utilisé un mot fort, enfin c'en est deux, service public. Est-ce que le premier problème dans ces quartiers, c'est pas le niveau de l'éducation nationale? Parce qu'on le sait bien, quand on est en centre-ville avec des écoles de très bon niveau et la carte scolaire qui maintient les enfants des quartiers les plus difficiles ensemble, est-ce que le b.a.-ba pour la facilité à l'emploi, ce serait pas vraiment de complètement changer le système éducatif dans les quartiers difficiles?
Alors, je ne sais pas s'il faut changer le système éducatif parce qu'il fonctionne. Je pense qu'il fonctionne. Ce qu'il faut, c'est mettre un peu plus de moyens et envoyer des profs expérimentés sur ces territoires-là. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vrai. Et pas envoyer les jeunes qui sortent de leur formation de professorat. Et puis, le second truc, c'est ce qu'on va faire à partir du printemps prochain. On va frapper un grand coup en PACA, en Rhône-Alpes, et on va essayer aussi en Ile-de-France. On a besoin d'être soutenu financièrement pour faire ça. C'est de copier ce qui existe un peu dans les grandes écoles de commerce. En fait, les grandes écoles de commerce, ceux qui ont les moyens de se payer des études chères, les entreprises viennent les recruter à la fin de leur scolarité dans l'école. Donc l'école organise des forums. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des forums avec des entreprises qui nous suivent depuis plus de 20 ans, dans les lycées professionnels au cœur des quartiers. Donc on va ramener les entreprises et on va essayer de faire en sorte que dès la fin de leur scolarité, dès leur BEP, CAP ou Bac Pro, ils puissent tout de suite avoir une entreprise en face d'eux dans leur école. Alors moi j'applaudis parce que en fait par rapport à d'autres expériences qu'on est allé visiter avec notamment Aurélie Gros dans les Hauts-de-Seine, c'est exactement ça qu'il faut faire. On a des formes de financement, simplement on n'a pas les ensembliers, c'est les gens qui rapprochent les besoins des entreprises, les formations relativement courtes parce qu'au démarrage il faut y aller fort et en effet les fameux savoir-être, etc. Et on arrive à ramener très très vite beaucoup de gens dans le boulot. Donc je pense qu'il faut cette maîtrise d'œuvre finalement. Je veux bien Philippe que ce soit notamment l'éducation, mais ça c'est les fondamentaux et ça ne concerne pas que ces quartiers-là. C'est clair. Je suis un peu moins sévère que vous, mais par contre il faut ces ensembliers-là. Abdel, est-ce que c'est aussi une façon intéressante parce que là finalement on dit toujours que la peur a changé de camp, c'est-à-dire que aujourd'hui ce sont les entreprises qui rêveraient d'avoir des salariés, des employés, donc elle est plutôt favorable à l'emploi et elle est plutôt favorable à aider ceux qui en ont besoin. Est-ce que finalement on n'est en plus pas dans un meilleur contexte qu'avant? Avant, on était dans un contexte où il y avait tellement de propositions d'emploi, de candidats, que c'était difficile de candidater. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est bien. Ouais, c'est un peu les deux. Oui, aujourd'hui, je pense que même avant, il y avait la place. Avant, il n'y avait pas d'opérateurs. Aujourd'hui, nous, on existe, il y en a d'autres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les moyens financiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises doivent mettre dans le recrutement autant de moyens qu'ils mettent dans la communication ou dans le sponsoring. La difficulté qu'on a, c'est de voir des entreprises, des grands groupes ou des grosses PME, pas que les grands groupes, parce que c'est des PME qui recrutent le plus, au lieu de mettre 20-30 millions d'euros de sponsoring sur une voile, c'est peut-être mettre 1 million d'euros sur le recrutement, et là, ils auront les candidats qu'il faut pour faire tourner leur entreprise. Mais déployer comment? Parce que c'est bien de mettre de l'argent, mais il faut comprendre pourquoi. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est pour aller sur le terrain? C'est pourquoi? C'est pour leur proposer? Il y a des opérateurs qui existent. Nous, la difficulté qu'on a, très concrètement, et merci de me donner la parole, la difficulté qu'on a, c'est de convaincre les institutions. Nous, on se considère comme Pôle emploi hors les murs. On a un partenariat très très fort avec Pôle emploi en PACA, en Rhône-Alpes, en PACA Pascal Blin et en Rhône-Alpes avec Frédéric Toubeau. Du coup, ils nous font confiance, et entre leur capacité à mobiliser leurs fichiers, notre capacité, nous, à aller chercher ce qu'on appelle entre guillemets les invisibles, on arrive à remettre un grand nombre de personnes à l'emploi. Je vous donne un exemple. On s'est spécialisé sur des interventions ou des formats de job dating dans des lieux atypiques. Je prends 2 exemples. Les loges de stade de Ligue 1. Donc on fait tous les jeunes aiment le foot, donc on fait venir des entreprises dans les loges, et puis on organise des gros forums pour les jeunes des quartiers sur l'espace d'une journée. Et puis on fait à Marseille, alors à Marseille mais sur d'autres quartiers aussi, à Paris, en Ile-de-France ou en Rhône-Alpes, on va par exemple dans les quartiers nord, à chaque fois qu'il y a un assassinat, on va dans le quartier où s'est déroulée la scène, on sort les tables, les chaises, on habille tout ça, on fait venir des entreprises et on permet aux candidats dans le quartier de pouvoir rencontrer une entreprise, et on a pu remettre l'année dernière, par exemple, plus d'une centaine de personnes à l'emploi dans les quartiers nord. Donc c'est une centaine de personnes en moins dans les réseaux de stupéfiants. Et ça apaise. Parce que aujourd'hui, Abdel, vous travaillez effectivement avec les entreprises, vous allez chercher les habitants au plus proche, mais vous travaillez avec les collectivités. Donc en fait, ce soir, c'est un peu un appel aux collectivités territoriales pour que vous leur permettiez de développer cette rencontre entre les habitants et les entreprises d'un même territoire. 20 secondes, Abdel.
Absolument. L'idée, c'est de convaincre un peu plus les collectivités. Alors, pour être très honnête, c'est difficile de convaincre les collectivités. Aujourd'hui, nous, on aimerait bien convaincre l'État de faire un pari sur nous, par exemple, et de pouvoir développer notre action sur l'ensemble du territoire. Il y a France Travail qui arrive. On est un des opérateurs que France Travail a ciblé. On aimerait bien aller jusqu'au bout et rentrer dans France Travail. Eh ben, écoutez, une vraie nécessité. On va faire son site, peut-être en sorte que vous soyez entendu. Votre site, c'est NES, plus loin, alors, ET. C'est www.nes.cite.com. Voilà, et vous pouvez bien entendu. On peut faire des dons chez vous ? Oui, absolument. À travers les fondations peuvent nous soutenir. Donc moi, j'ai quelques fondations depuis 20 ans qui nous soutiennent, mais pour développer encore plus notre impact, on a besoin de soutien, soit par de la prestation en recrutement, soit par des dons de fondations. Eh ben, on va vous envoyer du monde. Avec l'État, contractualiser avec l'État au niveau national. On a bien réfléchi. Devenir Pôle emploi hors les murs. Eh ben, Jérôme Laverny, on va l'appeler. mais non, mais c'est vrai, Jérôme Laverny pourra certainement faire beaucoup de choses pour vous aussi. En tout cas, et déjà Aurélie Gros et Stéphane Pellet en font beaucoup. On est très en retard. Juste 2 chiffres. En 23 ans, c'est plus de 35 000 personnes qui sont venues sur nos événements, taille confondue. C'est plus de 350 événements organisés et c'est plus de 12 000 personnes remises à l'emploi dans les quartiers. Eh ben bravo, merci beaucoup Abdel Belmokadem d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Né et Cité, donc ça fait nécessité, c'est sur le site internet. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on a envie de la faire bouger cette France. Et je peux vous assurer qu'il y a des bras qui nous aident. Forcément, Stéphane Pellet et Aurélie Gros du G500, chaque semaine, nous présentent des associations et les choses avancent, Aurélie Gros, vraiment, parce que c'est bien de parler des associations, mais c'est aussi de les suivre pour savoir les résultats, pour obtenir des résultats et pour comprendre là où ça coince. Et c'est là que vous intervenez avec Stéphane Pellet. Oui, ce qui est magnifique dans cette émission, c'est qu'en fin de compte, on a ces associations qui ont des bonnes pratiques partout en France. Ils nous expliquent, mais ils ont aussi des freins. Et ces freins, ils nous les expliquent aussi. Ils ont la parole ouverte pendant 20 minutes. Ils expliquent tout ce qu'ils font, mais aussi qu'est-ce qui ne va pas, vers qui il faut se tourner. Ils nous demandent de l'aide. Et les embûches. Et les embûches, exactement. Et on essaye à notre petit niveau, et vous aussi, Cécile, de trouver des solutions. Comme on est des chats à plusieurs vies, on est capable, tout en faisant un petit peu de radio, par ailleurs. Ça veut dire qu'on va vous avoir pour plusieurs vies. Oh là, ça c'est une info, ça, c'est une bonne info. Des coups de main, c'est important. En tout cas, le Festival d'Avignon va commencer. C'est plus de 1600 spectacles programmés. Un très beau festival. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, c'est le moment. Simon Salomon est avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Natacha Liège aussi, organisateur et propriétaire de Jardin. Et on va revenir sur ce salon, sur ce festival, parce que vous connaissez. Alors, il y a 2 sortes de festivals, le festival in et le festival off. Et vous allez intervenir, Aurélie, pour nous expliquer l'intérêt de ce collectif, de cette association et pourquoi c'est intéressant. Il y a le if même. Le off et le if. Alors, il faut en parler parce que on le sait. Bonsoir Simon, bonsoir Natacha. Voilà, c'est des personnes, c'est des mécènes citoyens du festival. En fin de compte, on le sait, c'est très difficile pour les compagnies aujourd'hui, Simon, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir tous les deux ce soir. C'est particulièrement difficile de pouvoir se produire à Avignon, de pouvoir aller tester un spectacle, de pouvoir venir tout simplement pour des questions financières, de se faire connaître. Et vous avez proposé un concept novateur. Génial. Vous les faites venir, mais vous allez nous expliquer. En plus, c'est moi qui m'exprime, parce qu'il paraît qu'il y a un parrain. Alors là, normalement, il doit chanter, lui. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. C'est un aussi. Stéphane Pellet, et je pense effectivement à Frédéric Thor, que nous avons déjà reçu aussi sur cette antenne. Mais voilà, vous créez des choses pour les festivaliers, mais surtout pour les compagnies, pour les professionnels du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez créé cette aventure qui dure maintenant depuis quelques années ? Oui, voilà, c'est les 10 ans, en effet. Donc, c'est pas si novateur que ça. Ouais, bon anniversaire. Bon anniversaire en juillet. Oui, on approche, c'est les vacances. On fêtera tous ensemble en juillet. Mais voilà, comme Cécile l'a dit, il y a beaucoup de spectacles. Donc, il y a des vrais enjeux de visibilité. Comment se faire remarquer, comment ne pas s'endetter pour une compagnie, pour faire son Avignon,
pour tracter et ne pas être sûr de pouvoir faire vivre son spectacle par la suite. Donc le if, c'est en effet entre le in et le off, c'est cette parenthèse un peu différente qui a 10 ans, qui a été créée par Stéphane Pellet et Frédéric Thor et qui permet, grâce à des mécènes citoyens, à des propriétaires de jardins dans Avignon, d'ouvrir leurs portes gracieusement et d'accueillir des artistes. Donc vous les accueillez gratuitement, les artistes. Ils viennent, ils jouent, ils testent. Exactement. Et il se passe quoi après ? Ils testent leur spectacle, ils les présentent devant des professionnels du spectacle vivant, du milieu, et c'est cette opportunité qui leur est donnée de présenter leur spectacle et potentiellement d'en parler après cette rencontre, après cette soirée de partage avec des professionnels, de potentiellement vendre leur spectacle. Ce qui n'est pas facile quand il y a 1500 spectacles. Et il faut penser aussi aux diffuseurs, aux professionnels du spectacle qui, eux, voient parfois une dizaine de spectacles par jour et qui n'ont pas la chance de parler ensuite avec les artistes, qui ont des journées marathon. Oui. Là, c'est différent comme rythme. C'est vraiment une parenthèse. Natacha, Natacha Liège, qui est avec nous. Comment vous les sélectionnez, ces compagnies, en fait ? Parce que j'imagine qu'il y a plein... Ça a l'air très joli chez vous. Le jardin a l'air magnifique. On arrive, on va venir s'installer. On est une compagnie, on est 4, on n'a pas encore de spectacle, mais ça ne saurait tarder. On a un clown. Natacha, comment on vient vers vous ? Comment on les sélectionne ? Parce que j'imagine que maintenant que vous êtes un peu reconnu, ça doit se bousculer au portillon. Alors, au tout départ, on a voulu faire plaisir à un ami qui avait donc un spectacle à proposer. Donc ça, c'était en 2014. Donc voilà. Après, c'est vrai et Frédéric Thor et Stéphane Pellet avec des amis artistes. Et en fait, au départ, les amis artistes n'étaient pas vraiment convaincus de la formule. Aujourd'hui, les compagnies viennent à nous, ils nous appellent, ils nous écrivent et on sélectionne. Donc à Paris, Simon a sélectionné une proposition artistique et puis voilà, on a cette année 4 propositions artistiques. Et voilà. Et ça veut dire que 4 compagnies vont venir dans ce jardin et ils vont jouer tous les jours. 4 jardins. Ça 4 jardins. Alors, en fait, on a 4 lieux. On a 3 jardins, puis le 9 juillet, on a une proposition qui va se faire au Délirium. Donc c'est l'ouverture du IF. À la fois, il y a la rétrospective des 10 ans, plus ensuite la compagnie Tangente pour ouvrir l'hommage au centenaire du billard. Donc on a une très belle proposition artistique avec une distribution Denis Lavant, Robinson-Stevelin, Maria Machado en direction artistique, Samuel Mercer. Donc pour jouer une pièce de du billard, si Camille me voyait. Ensuite, les autres propositions, alors c'est une lecture pour le 9, et les autres propositions sont des propositions, je dirais, elles sont prêtes à être diffusées. Mais ces artistes vont s'essayer devant un public invité pendant 3 soirs. Donc, cette année, 4 propositions, nous avons 10 soirées. Nous avons 10 soirées. On va y revenir. Simon Salomon, jouer dans un jardin comme ça, c'est pas quelque chose, faire le théâtre le plus intimiste qui puisse exister ou le spectacle le plus intimiste. C'est pas une petite salle avec 10 sièges, c'est carrément chez monsieur, madame, tout le monde. C'est chez monsieur et madame tout le monde qui sont des citoyens mécènes et qui, dans Avignon, ne sont pas comme tout le monde parce que c'est des citoyens très proches de la culture. Mais c'est aussi revenir à la base du théâtre, je vous parle, j'ai pas besoin de plein de projecteurs, de tamiser, etc. C'est très ouvert, c'est parfois au pied de murs du Palais des Papes. Enfin, ça donne vraiment un écrin magnifique pour proposer son spectacle dans les meilleures conditions. Mais en fin de compte, dans ces jardins, les personnes qui accueillent dans ces jardins, ils offrent le repas parce que vous dites il n'y a pas d'argent qui circule, il n'y a rien qui circule. Comment vous faites en fin de compte? C'est grâce à ces citoyens mécènes que vous arrivez à les loger, à les faire jouer, parce que c'est assez exceptionnel à Avignon. Pour se produire à Avignon, à moins de 15 000, vous n'avez pas. Hein. Ah oui, là. Donc, beaucoup plus. Moi, je dis moins de 15 000. Ça, c'est pour nous, pour Cécile et moi. Pour notre, peut-être qu'on peut être accueilli, Cécile. Allez. Pour le mécène citoyen, pour l'Avignonnais qui est passionné de théâtre et qui a les moyens, je dirais, qui a suffisamment de place pour accueillir et une 50aine de public invité et la proposition artistique, voilà.
Sa proposition, c'est « j'ouvre les portes de chez moi ». Simon Salomon, est-ce que, pardon de vous couper, Natacha, quand les compagnies se produisent, est-ce que les gens qui viennent payent la compagnie? Comment ça se passe? Parce que c'est aussi l'intérêt de se faire connaître, mais de gagner aussi un peu d'argent. Est-ce que c'est le cas? Alors là, sur le IF, il n'y a pas de billetterie non plus. D'accord. Donc quand on dit qu'il n'y a pas d'argent qui circule, il n'y en a vraiment pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas entre l'artiste et l'hôte. Il n'y en a pas entre le public qui est invité par l'hôte. Hein. C'est pas un spectacle justement comme dans un théâtre. C'est vraiment une soirée accueillie par l'hôte. Soirée rencontre en fait. Voilà, soirée de rencontre entre des professionnels et des artistes. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous faites appel, parce que j'imagine qu'à Avignon, finalement, vous finissez par connaître tout le monde. Est-ce que vous faites appel à des personnalités importantes dans ce milieu, dans ce métier, qui viennent forcément aller voir ou des artistes ou des acteurs ou des compagnies ou des auteurs, ou est-ce que vous arrivez à les faire venir dans ces jardins? On arrive à faire venir des programmateurs, des diffuseurs, des professionnels du milieu, des artistes qui ont déjà joué dans le IF ou qui prétendent et ça fait vraiment une famille du IF. Les artistes qui sont passés, le public qui est habitué. Et voilà, et on commence à être identifié comme la troisième initiative. Il n'y a pas que le in et le off, il y a aussi ce if de partage, de rencontre. Qui devient très tendance. Voilà. Un mot, Stéphane Pellet. Non, mais moi je voulais dire juste 3 choses simples pour vous féliciter de continuer cette aventure, parce qu'il faut le dire, maintenant c'est Simon, c'est Natacha qui sont à la manœuvre. Il y a des gens qui ont construit complètement un parcours artistique et des dates ensuite, et des spectacles sont partis en tournée grâce à cette découverte-là avec des professionnels. Et deuxièmement, on arrive à faire venir aussi bien Laurent Montel, Comédie Française, Hassan Timbo, Théâtre de l'Odéon, que des jeunes compagnies qui se sont rencontrées. C'est ça la merveille de ces jardins. En tout cas, le jardin de Natacha est magnifique. Moi, je peux lui proposer un spectacle à 4 avec Cécile de Ménibus, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous reprend tous les tubes de Stone et Chardin, Sheila et Ringo, Peter et Sloan. Vous êtes partants ou pas? Très intéressant. Ça va marcher en plus, c'est ça qui est dingue. Envoyez-nous votre proposition. Écoutez, c'est lancé. On vous rappellera, on connaît le principe. Merci. Vous pourrez donc envoyer votre proposition à avignon-if.com. Voilà, avignon-if.com. Pour participer à la soirée, il faut se faire inviter, il faut le dire. Ce qui est très important de dire, c'est que voilà, on vous a parlé d'un public invité. Tout le monde peut demander son invitation. D'accord. Il y a un onglet dans le site, on demande son invitation et on vient. Et l'accueillant le nom du site va confirmer votre demande d'invitation. Avignon-if.com. Voilà, avignon-if.com. Merci beaucoup Natacha Liège d'avoir été avec nous. Merci Simon Salomon. Dans un instant, on va revenir sur un sujet bien plus triste. On va revenir sur ces suicides chez les policiers. Eh bien, il y a une association qui s'engage, qui s'appelle PEPS Policiers en détresse, et qui forme des policiers pour que plus jamais n'arrivent ces drames. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet, effectivement avec nous, Philippe David, jusqu'à 20h ce soir, et on va revenir sur une association qui s'appelle PEPS, Policiers en détresse, et qui revient sur un sujet qui est très important, qui est le suicide chez les policiers. Et ils se sont mis en groupe, ils ont décidé de stopper cette déflagration qui pénètre en tout cas les unités de police aujourd'hui. Et avec nous, Johan Deschênes, merci beaucoup d'être avec nous. Merci et merci en tout cas merci pour ce que vous faites. Le constat l'année dernière sur le suicide des policiers était extrêmement violent. Aujourd'hui, on en est où ? Alors aujourd'hui, on est à 12 collègues qui ont mis fin à leur jour par suicide. C'est évidemment 12 de trop. Il y en a eu 2 là récemment, le 19 et le 20 juin dernier. Donc je voudrais déjà commencer par honorer leur mémoire. Et puis surtout rendre hommage à tous les collègues qui sollicitent l'association pour un peu vider leur sac. Et essayer de faire en sorte de pas passer à l'acte ultime, quoi. Alors vous avez mis en place forcément un numéro de téléphone, et là le nombre d'appels ont explosé, enfin le nombre a explosé. Alors nous on fonctionne exclusivement sur les réseaux.
On est contacté via les réseaux, via Facebook. Surtout, on a une page qui regroupe plus de 6000 fonctionnaires. Et puis, on est aussi sur Insta, enfin voilà, sur Twitter, sur LinkedIn. Et les collègues nous contactent régulièrement, même tous les jours. Tous les jours, on a des collègues qui nous contactent parce qu'ils vont pas bien. Donc, et nous, on est là pour les écouter. Et quand on arrive à la limite de notre écoute, nous on a une équipe soignante. On a monté une équipe soignante qui est spécialement recrutée pour gérer les crises suicidaires. Donc quand nous on arrive à nos limites de l'écoute, on passe le relais à nos soignants. Alors vous êtes formé pour ça? Nous on est formé à l'écoute, on est formé à la gestion de crises suicidaires et on a passé une semaine en immersion à la police de Montréal, où on a appris plein de choses et je pense qu'on devrait se tourner vers ce qui se fait là-bas, parce que c'est quelque chose. Par exemple. Par exemple, ils ont un service de. Alors évidemment, on va nous dire qu'à Montréal, ils ont que 4500 fonctionnaires de police, mais ramener nous à notre niveau, on peut largement mettre en place. Ils ont 5 collègues en fait qui s'occupent de toutes les personnes qui sont en arrêt. Et eux, ils gardent le lien en fait avec ces personnes qui sont en arrêt pour éviter de tomber pour que ces collègues évitent de tomber dans l'isolement. Et en fait, ça c'est super important parce que à partir du moment où on est isolé, les idées noires arrivent et la crise suicidaire peut surgir à n'importe quel moment. L'intérêt, c'est de garder le lien. Et ensuite, eux, là-bas, ils vont plus loin. C'est-à-dire que quand le collègue est capable de reprendre du service, en fait, eux, ils vont l'accompagner à la reprise en service. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord lui mettre son uniforme pour voir comment il se sent. Ensuite, ils vont l'amener dans le service pendant 1 heure, voir comment il se sent. Et au fur et à mesure, on évolue. Et quand il est capable de reprendre la patrouille, les collègues vont avec lui en patrouille et vont sur des interventions qu'ils choisissent. C'est-à-dire pour éviter de tomber sur une intervention qui est trop compliquée à gérer. Johan Dechaine, quand vous étiez venu, votre association, la première fois, vous parliez souvent de l'incompréhension qu'il y avait dans la hiérarchie et y compris au plus haut sommet. Est-ce que les regards et les attitudes ont changé ? Alors l'administration met en place beaucoup de choses aujourd'hui et en lien avec nos associations, parce qu'on est plusieurs, il y a des choses qui se mettent en place plus ou moins maladroitement, mais en tout cas il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant nous, ce qu'on constate, c'est que c'est pas assez, qu'il faut quand même aller plus loin. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui à nos décideurs ? Aujourd'hui, par exemple, le SSPO qui a été créé en 96, qui est le service de soutien psychologique opérationnel, depuis sa création, c'est 45 suicides en moyenne par an. Alors on peut pas, il y a des années qui sont plus noires que d'autres, mais en 45 ans, on a toujours pris le même chemin. Donc, à mon sens, il faut aujourd'hui repenser le SSPO pour qu'il soit plus adapté à ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut aujourd'hui des psychologues de proximité, c'est ce qui fonctionne en fait, les psychologues dans les commissariats. Ça veut dire qu'un référent un petit peu partout, un maillage territorial avec un référent peut-être. En fait, il faudrait plus de psychologues. Alors je sais que c'est compliqué, mais en tout cas des psychologues qui soient formés en fait à la culture police. Ouais. Au Canada, par exemple, à la ville de Montréal, les psychologues vont en patrouille 2-3 fois dans l'année et sont à même de comprendre en fait la réalité de terrain des policiers. L'action du policier, oui. Stéphane Pellet. Vous êtes devant des problématiques spécifiques ou alors finalement on se retrouve dans ce qui se passe en ce moment en France, par exemple, vous savez que... Dans la santé, par exemple. Dans la santé, oui, mais pas seulement, même dans la jeunesse, plus 70% de consultations psy, une certaine angoisse qui est en train de naître. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ? Alors quelque chose de spécifique, je sais pas, mais en tout cas, nous, pour les policiers, on vit tellement de situations traumatogènes que aujourd'hui, en fait, on a aujourd'hui on a un gilet pare-balles pour se protéger. Mais aujourd'hui, psychologiquement, on n'a rien. Il n'y a pas de gilet pare-balles psychologique, on va dire. Oui, il faut à un moment donné, libérer la parole. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a des formations qui existent de premier secours psychologique qui permettent justement de réduire le développement des syndromes de stress post-traumatique, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que même en commissariat, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, même en commissariat, un référent peut-être, c'est difficile de parler dans sa famille. On parle généralement entre corporations, en fait. C'est plus simple. Oui, c'est plus simple, mais c'est pour ça que ça fonctionne, nous, avec l'association. C'est-à-dire que quand le policier vient nous parler, nous, on est des policiers. On a forcément, peut-être, à un moment donné, vécu ce que lui a vécu. Donc, on va directement au fond du problème. Et c'est ce qui fonctionne avec nous, avec l'association, parce que le binôme qu'on a mis en place, père aidant, soignant,
fonctionne parce que nous, d'abord, on commence à aller au fond du problème avec le collègue. Et puis, une fois que nous, on a délié un peu la pelote de laine, on passe le relais à notre soignant. Et le collègue n'a pas besoin, finalement, de répéter tout ce qu'il nous a dit, puisque nous, on a déjà fait le travail avec notre soignant. Et c'est pour ça que ça fonctionne. En tout cas, vous pouvez avoir faire un don, parce que ça coûte de l'argent, forcément, de se déplacer. Et pour les bénévoles, c'est toujours très important. Vous pouvez aller sur ce site, ça s'appelle PEPS, Policiers en détresse. Les aider serait formidable parce qu'ils font un travail exceptionnel et ils le font avec leur propre argent, donc c'est un peu compliqué. Merci beaucoup Johan Deschênes d'avoir été avec nous et merci à toutes les équipes forcément de PEPS Policiers en détresse. On a eu la chance de les rencontrer, ils sont formidables. Et un petit mot de Stéphane Pellet pour conclure la dernière émission de l'année. Alors moi je joins toujours la parole au geste. Vous allez devoir donc subir 15 secondes de silence ou alors vous parlez. Vous allez comprendre 15 pourquoi. 15 secondes de silence, dépêchez-vous. Mais c'est trop gentil. Voilà, on nous offre des fleurs. Un homme vous offre des fleurs, mon Dieu. Merci, vous êtes trop mignons. Merci mille fois pour cette belle année avec vous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On vous retrouve très vite. Et en tout cas, allez voir sur le G500, bien entendu, et allez voir sur PEPS Policiers en détresse surtout. Et merci à tous nos invités de ce soir. Dans un instant, c'est Yvan Cujus. Yvan Cujus qui reçoit Murrayhead. Oh, il y a du didon, j'adore. Passez une belle soirée. Merci à nos formidables équipes. Merci. Et on vous retrouve demain à 17h. Salut.